Bonjour et bienvenue. Alors quand on apprend Python, on connaît forcément ce sentiment, n'est-ce pas? On a fini les tutos pour débutants, mais les projets vraiment complexes, eux, ils semblent encore super loin, presque inaccessibles. C'est comme un immense fossé en fait. Eh bien aujourd'hui, on va justement construire le pont pour le traverser ensemble. Et oui, ce défi, il a un nom. On l'appelle le fossé de l'intermédiaire. C'est une étape super frustrante. On a souvent l'impression de stagner, de faire du surplace, un peu comme si on était bloqué, incapable de passer au niveau suivant. Qui n'a jamais vécu ça, franchement? On a un script, il tourne nickel sur notre ordinateur, et là, on le partage, on le déplace, et plus rien. Ça ne marche plus, c'est le drame. Eh bien, c'est exactement ce genre de problème qui caractérise ce fameux fossé. Donc voilà, pour résumer, ce fossé, c'est vraiment la frontière entre la théorie bien propre des tutos et la complexité, un peu chaotique, disons-le, du monde réel. Et notre but aujourd'hui, c'est quoi? C'est de construire le pont solide qui va nous permettre de passer de l'autre côté. Bon, très bien. Mais alors, comment on le construit, ce pont? La réponse, ce n'est pas juste d'apprendre plus de commandes par cœur, non. Il faut adopter une approche bien plus structurée, bien plus professionnelle. Et pour y arriver, tout repose en fait sur deux grands piliers. Le premier, c'est d'avoir une maîtrise, mais alors parfaite du code, des concepts. Et le second, c'est de se bâtir un atelier, un environnement de travail qui soit digne d'un pro. C'est vraiment la combinaison des deux qui va nous permettre de franchir ce cap. Allez, on attaque avec le premier pilier. C'est simple. Avant de vouloir construire des gratte-ciel, il faut s'assurer que les fondations sont en béton armé. En programmation, c'est pareil. Ces fondations, ce sont les concepts de base du langage. Ok, on va revenir sur les bases. Je sais, ça peut paraître simple, mais on va le faire avec un regard neuf. Les variables, bien sûr, tout le monde connaît. Mais le point crucial ici, c'est de bien comprendre ce qu'implique le typage dynamique de Python. Parce que cette flexibilité, c'est génial, c'est une force, mais ça demande aussi beaucoup plus de rigueur pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'exécution. Ensuite, on monte d'un cran, la logique du code. Quand on veut passer intermédiaire, savoir écrire une boucle fort, ça ne suffit plus. Le vrai défi, c'est de savoir choisir la bonne structure de contrôle, celle qui va rendre le code non seulement fonctionnel, mais aussi, et c'est ça le plus important, lisible et efficace. C'est vraiment là qu'on passe au niveau supérieur. Et pour finir avec ce premier pilier, les fonctions. Franchement, si on veut dépasser le stade du petit script, il faut penser en fonction. Voir son code comme des blocs réutilisables qui rendent tout plus clair, plus facile à maintenir. C'est simple, pour n'importe quel projet un peu sérieux, c'est une compétence qui est absolument non négociable. Voilà pour la maîtrise du code. Passons maintenant au deuxième pilier. Et là, attention, c'est vraiment ici qu'on fait le saut vers le monde professionnel. Parce que maintenant, la question, ce n'est plus seulement ce qu'on écrit, mais aussi où on l'écrit et avec quels outils. Alors, premier outil, l'éditeur de code. Et c'est un choix super important. D'un côté, on a VS Code, très léger, super personnalisable, avec des tonnes d'extensions. De l'autre, PyCharm, qui a un IDE beaucoup plus complet, avec des outils d'analyse et de débogage très puissants. Honnêtement, il n'y a pas de mauvais choix, c'est juste une question de goût et de projet. Et ça nous amène au point qui est peut-être le plus important de tous. Avoir un environnement bien configuré. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option. C'est la seule et unique garantie que le code va marcher partout et tout le temps. En un mot, c'est la clé de la reproductibilité. Je sais, environnement virtuel, ça peut sonner un peu technique, un peu intimidant. Mais en réalité, c'est super simple. On crée un dossier avec venv, on l'active, la commande change un tout petit peu selon si on est sur Mac, Linux ou Windows, et ensuite on installe nos paquets avec pip. Et voilà, chaque projet est dans sa petite bulle, bien isolé, sans aucun risque de conflit. Ok, maintenant qu'on a nos deux piliers, la maîtrise du code d'un côté, les bons outils de l'autre, voyons un peu comment tout ça s'assemble pour créer de vrais projets, des trucs concrets qui fonctionnent. Regardons deux exemples tout bêtes. Une simple calculatrice. Pour ça, on a besoin de quoi? De variables, d'opérateurs, d'un peu de flux de contrôle, et c'est tout. On veut faire une petite analyse de données? Eh bien là, on va combiner des listes, des boucles et des fonctions. On voit bien que les concepts de base, quand on les maîtrise, permettent déjà d'obtenir des résultats super utiles. Allez, petite question rapide, juste pour vérifier que le point le plus important est bien compris. Au fond, à quoi ça sert un environnement virtuel? C'est quoi son objectif principal? On prend une petite seconde pour y penser. La réponse, c'est l'isolation. Le but, c'est d'isoler les dépendances de chaque projet. En faisant ça, on évite le chaos, les conflits et on garantit que le projet marchera n'importe où. C'est la solution directe à notre problème de départ, le code qui fonctionne chez soi mais plus ailleurs. Voilà, les bases sont maintenant posées. Avec des fondamentaux bien solides et un environnement de travail pro, le chemin vers des projets beaucoup plus ambitieux est, il est grand ouvert. Donc, si on devait retenir une chose, ce serait ça.
maîtriser les fondamentaux et savoir mettre en place un environnement pro, ce n'est pas juste une révision pour débutants. Non, c'est la construction de sa propre rampe de lancement. C'est ce qui nous prépare à affronter des défis bien plus complexes avec la certitude que notre code sera fiable et reproductible. Du coup, la question n'est plus comment traverser ce fossé. On a le pont maintenant. La vraie question, c'est maintenant que les fondations sont en place, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire dessus?